Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ou hier, c'était la reprise, au moins virtuelle. On va essayer de repartir du bon pied, hein. J'espère que ces vacances, avec de gros guillemets bien sûr, vous ont fait le plus grand bien et que malgré les aléas de la situation actuelle, vous êtes quand même, vous avez la tête un petit peu au travail et que vous avez pu faire le travail qui vous était demandé pendant les vacances. Enfin, je vous l'avais donné même à faire, il me semble, le lundi pour aujourd'hui. Donc c'est une série de questions qui s'intitulait Petit 2, les années 1950, le temps des communautés européennes. L'idée était de montrer qu'après avoir posé les premiers jalons de la construction européenne avec le congrès de La Haye, les pays d'Europe occidentale, certains pays d'Europe occidentale, vont se retrouver pour essayer d'avancer un petit peu cette construction européenne. Alors la problématique qui devait un petit peu guider notre leçon était la suivante. Pourquoi la construction européenne a-t-elle été au départ plus économique que politique, hein, puisqu'on l'a vu dès le congrès de La Haye, il s'agit d'une construction qui n'est pas seulement économique, mais qui doit aussi devenir politique. Vous avez tous en tête ce désir qu'ont certains fédéralistes de construire les États-Unis d'Europe. Alors, quelle est la situation au début des années 1950? Eh bien, c'était un petit peu l'objet de ces questions. Alors tout d'abord, je vous demandais de me donner l'objectif de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Alors il fallait répondre que l'objectif de la CECA était de créer un marché commun, un marché européen commun pour l'acier et le charbon, hein, qui à l'époque sont un petit peu les deux matières les plus stratégiques dans cette économie des années 1950. On est encore dans la période de reconstruction, hein. Le charbon a un rôle au moins aussi important que le pétrole à ce moment-là, hein, et l'acier est ce qui est devenu un petit peu le plastique aujourd'hui en quelque sorte, c'est-à-dire un peu le matériau de référence, le matériau de la reconstruction. Donc en créant cette communauté européenne du charbon et de l'acier et en la plaçant sous une autorité commune, une haute autorité commune, hein, c'était ça l'objectif, c'est-à-dire une autorité supranationale, une autorité européenne qui serait sous la gouvernance des 6 États fondateurs, à savoir la France, la RFA ou Allemagne de l'Ouest, l'Italie, ce qu'on appelle couramment le Benelux, c'est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, hein. Eh bien, on mettait en œuvre en quelque sorte un marché commun, hein. On supprimait les frontières, on supprimait les taxes douanières entre ces 6 États dans le cadre du commerce du charbon et de l'acier, hein. C'était, on va dire, assez modeste, hein, mais c'était un premier pas qui était fait vers la mise en place d'un marché commun qui va devenir beaucoup plus large, beaucoup plus global, on le verra par la suite. Deuxième question, quels sont les buts de la communauté européenne de défense? Alors, il suffisait de citer le texte, hein, la CED a pour but de créer, je cite, une armée européenne et d'intégrer une armée allemande reconstituée. Alors là, vous voyez qu'on change un petit peu de domaine, puisque nous étions dans le domaine économique, commercial, et là, nous sommes dans le domaine politique, dans le domaine militaire même, hein, en l'occurrence. Donc, il s'agit de faire avancer la construction politique et dans un domaine qui reste encore quand même très sensible. Nous sommes quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée donc est de créer une armée commune à ces 6 États que j'ai cités précédemment, hein, et de profiter de cette armée européenne pour reconstituer une armée allemande. Alors vous doutez bien que là, on touche un point très sensible, notamment du côté français, et c'est ce qui explique que ce projet va être rejeté par une partie des Français et de leurs représentants politiques. Alors, quatrième question,
Euh, non, pardon, excusez-moi. Troisième question, avant, en quoi donc le projet de la communauté européenne de défense et de la communauté politique européenne, CPE, sont-ils fédéralistes? Eh bien, il fallait expliquer que ces deux projets prévoient que des compétences économiques, mais aussi politiques, en l'occurrence des droits régaliens, ce n'est pas rien, puisque la défense fait partie de ces pouvoirs régaliens, eh bien, soit transférer des États, du moins une partie, de la souveraineté des États vers une instance supranationale européenne. Donc il s'agit bien d'un projet fédéraliste, un projet qui en plus concerne, je l'ai dit, un domaine très sensible de la politique internationale, notamment du côté français, puisque c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs certains députés français vont s'opposer à ce projet. Alors tout d'abord, qui au niveau de l'Assemblée nationale s'oppose à ce projet? C'était la question 4, qui sont les principaux adversaires politiques de la CED. Eh bien, il fallait dire côté français, bien sûr, que les principaux adversaires sont les communistes et les gaullistes. Les communistes, donc parti de gauche, qui à l'époque, donc au début des années 50, le parti communiste est avec le RPF, le parti gaulliste. Ces deux partis font partie des deux principales forces politiques du pays, les deux plus puissantes, celles qui possèdent le plus de députés, tout en étant des forces d'opposition, ont une influence certaine sur la politique française à cette époque-là, et donc ces deux formations politiques vont s'opposer. Alors pourquoi? Pour des raisons qui peuvent être différentes. Donc cinquième question, que leur reproche-t-il? Alors les deux reproches principaux qui sont faits, le premier, donc je m'appuie sur le texte, c'est de vouloir recréer une armée allemande, alors que la France a été envahie à 3 reprises en moins d'un siècle par l'armée allemande. Je fais référence bien sûr au conflit de 1870, à la Première Guerre mondiale et bien sûr à la Seconde Guerre mondiale qui s'est terminée depuis quelques années au moment où ce projet voit le jour. Donc ça c'est le premier reproche, la première crainte qui est exprimée par ces Français et par leurs représentants via donc les gaullistes et les communistes. Et puis le deuxième reproche, qui celui-là, alors les deux composantes se rejoignent un petit peu sur ce point, même si c'est surtout un reproche qui est formulé par les communistes. N'oubliez pas que nous sommes au début de la guerre froide. Le Parti communiste a fait le choix de l'Union soviétique dans cette guerre qui oppose les deux grands. Et ce projet, c'est aussi un projet qui a été proposé, pour ne pas dire plus, par les États-Unis. Devant la progression du communisme et en Europe et dans le monde, on est dans cette volonté d'endiguer un petit peu la progression du communisme, et donc les Américains pensent que des Européens unis, y compris militairement, seront un rempart beaucoup plus solide face aux volontés offensives de l'Union soviétique notamment et de ses États alliés en Europe de l'Est, qu'une Europe politique désunie. Donc c'est ce qui fait aussi que justement les gaullistes et surtout les communistes sont vent debout contre ce projet, car ils pensent qu'en acceptant de mettre en commun en quelque sorte nos forces militaires dans cette armée européenne, cet embryon d'armée européenne, eh bien on se placerait de fait sous la tutelle états-unienne et que l'indépendance de la France serait ainsi menacée. Voilà un petit peu les deux reproches qui sont formulés. Alors quel pays est responsable de l'échec de la CED? Eh bien, il suffit de regarder la carte pour voir que le pays qui va refuser de ratifier la CED, à cause, on l'a vu, notamment de ces deux formations politiques qui à l'époque sont des forces politiques qui pèsent énormément sur l'échiquier politique français, à savoir les communistes et les gaullistes, eh bien c'est la France. C'est la France qui va être responsable de l'échec
de la communauté européenne de défense, et à partir de cet échec, eh bien, l'autre projet qui avait vu le jour quelques mois après le projet que j'ai évoqué tout à l'heure avec vous, de CPE, c'est-à-dire de Commission politique européenne, va elle aussi être avortée, et donc ces deux projets vont être des échecs. Ce qui fait que ça va marquer un coup d'arrêt dès le départ, on pourrait dire, dans cette construction européenne. Mais comme les pères fondateurs de l'Europe, comme on va les surnommer, c'est-à-dire certains responsables politiques de France, d'Allemagne, de Belgique, d'Italie, des 6 États fondateurs qui sont, alors qu'ils soient unionistes ou fédéralistes, on l'a vu, ils veulent construire l'Europe. Et donc, voyant l'échec de la construction d'une Europe politique, vont se rabattre en quelque sorte sur une construction économique. Et ce qui explique que la relance de la construction européenne va se faire par le biais économique, avec les traités de Rome. Les traités de Rome donc, qui vont intervenir le 25 mars 1957. Donc traités de Rome qui vont marquer la construction officielle d'un espace commun, d'un marché commun européen qui doit se mettre en place dans les années qui vont suivre la signature de ces traités, et qui vise finalement à généraliser à tous les produits, les marchandises, les services, ce qui avait été signé quelques années auparavant avec le charbon et l'acier. Et donc cette communauté économique européenne, c'est le nom que va prendre cet ensemble européen à partir de 1957. Donc vous voyez simplement dans l'intitulé que c'est une construction de nature économique. C'est une communauté économique avant tout, et j'ai envie de dire seulement, dans un premier temps, qui voit le jour en 1957. Alors, autre problème à résoudre pour avancer dans cette construction européenne, trouver un consensus en quelque sorte entre les unionistes d'un côté et les fédéralistes de l'autre. Là aussi, il va y avoir un petit compromis à la fois d'instances supranationales avec la Commission européenne et d'instances intergouvernementales avec un conseil des ministres qui va se mettre en place à l'échelon européen. Donc ça va être un mix, si vous voulez, de fédéralisme et d'unionisme qui est destiné à mettre tout le monde d'accord, ou du moins tous les européistes d'accord, en cette fin des années 1950. Voilà la situation de la construction européenne en 1957. Donc, je vous propose maintenant une trace écrite qui va répondre donc à la problématique. Nous sommes là maintenant en capacité de répondre donc à la question suivante. Pourquoi la construction européenne a-t-elle été au départ plus économique que politique? Eh bien, vous pouvez noter que l'ACK est la première organisation communautaire européenne. Vous pouvez préciser entre parenthèses qu'elle est signée en 1951, soit 6 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle dispose, donc cette CK, de pouvoirs supranationaux, mais se limite au secteur du charbon et de l'acier. Face à l'aggravation de la guerre froide, les États-Unis veulent renforcer militairement le bloc occidental. C'est dans cette optique qu'est élaborée la CED, la Communauté européenne de défense. Donc la CED, c'est 1952, et la CPE, qui va être élaborée quelques mois plus tard, en 1953. Mais une majorité de députés, surtout gaullistes et communistes, nous l'avons vu, s'opposent au projet au nom de la souveraineté française et refusent le réarmement de l'Allemagne. L'échec de la CED est un coup d'arrêt porté à l'Europe politique. La relance de la construction européenne se fait dès lors par l'économie. Le 25 mars 1957, les 6 pays de la CK, à savoir France, RFA, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, signent les traités de Rome. Donc, ces traités font partie des repères chronologiques fondamentaux à connaître dans le cadre de ce chapitre.
Ils mettent en place la CEE, Communauté économique européenne, qui doit aboutir à un marché commun. Les institutions prévues par les traités sont un compromis entre unionistes et fédéralistes. Et vous pouvez préciser entre parenthèses que le pouvoir décisionnel est partagé entre la Commission européenne, d'une part, donc organe plutôt de nature fédéraliste, et le Conseil des ministres des États membres. Là, on est dans une structure intergouvernementale, donc de nature unioniste. Voilà, point final. Je vous mettrai la prochaine fois donc un nouveau cours en ligne sur la page Pronote donc c'est je ne sais plus si c'est jeudi ou vendredi la prochaine fois qu'on se voit, sachant que vendredi c'est le 1er mai, c'est la fête du travail et des travailleurs du monde entier. Donc nous n'aurons pas cours, hein, même de manière virtuelle. C'est un jour férié important qu'il faut respecter. Donc la prochaine fois que nous nous verrons, eh bien, ou que nous sommes censés nous voir physiquement, je mettrai en ligne la suite de ce chapitre sur l'échelon continental de la gouvernance. Et je vous mettrai aussi, je pense, un lien pour vous donner un petit complément d'information. Je vous rappelle que vous pouvez toujours, si vous avez un problème quelconque, des questions diverses, me joindre via mon adresse mail pcnegas44@hotmail.fr et je répondrai, on va dire, dans les 24 heures à vos questions, à vos problèmes. Je peux même vous appeler si vraiment c'est un souci qui est urgent. Voilà, je reste à votre disposition et je vous encourage cette semaine de reprise à vous remettre au travail, même si vous l'avez vu avec les annonces qui ont été faites aujourd'hui, on se dirige vers une reprise des cours qui devrait intervenir début juin pour les lycéens. En attendant, les cours continuent, au moins de manière virtuelle. Le bac est toujours d'actualité, donc essayez de ne pas vous relâcher, essayez de maintenir vos efforts et de manière à ce que lorsqu'on se retrouvera début juin, eh bien on ait un niveau de progression qui soit tous à peu près le même et on puisse un peu faire le point et en même temps procéder à quelques évaluations puisque il s'agit aussi d'avoir des notes dans le cadre du contrôle continu. Donc voilà, je sais que c'est pas évident en ce moment de peut-être d'avoir la tête au bac, de travailler dans les meilleures conditions, surtout selon son cadre familial, ses moyens numériques. Mais voilà, tout ça, je vous demande de jouer le jeu, de travailler. Et puis, dans tous les cas, lorsqu'on se retrouvera, on fera un point et on laissera personne sur le bord de la route. Voilà, allez, bonne soirée, portez-vous bien.